Un millionnaire sombre dans la pauvreté, perd tout du jour au lendemain et devient sans abri jusqu'à ce qu'une petite fille des rues, vive et déterminée, vienne et devienne le seul rayon de lumière dans son obscurité. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. New York City, dernier étage de Callahan Financial. La nuit appuyait contre la vitre, un poids silencieux de ténèbres à peine rompu par le scintillement des lumières de la ville. Richard Callahan se tenait devant les fenêtres allant du sol au plafond, la silhouette de Manhattan étendant à ses pieds comme une amante étirée dans une révérence. Il ne souriait pas, il souriait rarement. Sa main était refermée autour des 1 verre en cristal, la tige tiède à force de son contact, le vin rouge à elle intérieur oscillant en de lents tourbillons délibérés. Le son de Rachmaninoff écoulait depuis des haut-parleurs dissimulés, doux, contenus, comme un secret trop élégant pour être murmuré à voix haute. Derrière lui, le bureau en pentouze luisait de tons ambrés, cuir foncé importé, étagères en acajou massif, livres intacts mais judicieusement choisis, et un bureau en marbre noir aux lignes si nettes qu'il semblait immunisé contre la poussière ou le temps. Le reflet de Richard flottait sur la vitre, costume impeccable, posture mesurée, un homme façonné par la discipline, non par le caprice. Il observait sans intérêt, comme il évaluait un tableau depuis longtemps estimé. En contrebas, la circulation se déplaçait comme du sang dans les veines d'une ville agitée, vibrant d'une vie à laquelle il ne participait plus. Le téléphone bourdonna sur la table, il ne se retourna pas immédiatement. Il bourdonna à nouveau, plus insistant. Il s'en approcha, ses chaussures silencieuses sur le parquet italien. Le message afficha sur l'écran. « Léon, on doit parler. Il se passe quelque chose. Appelle-moi. » Il fixa ce message un instant, son expression impénétrable, puis il appuya sur le bouton latéral et regarda l'écran s'éteindre. Le téléphone atterrit doucement sur le marbre un geste nonchalant du poignet, comme il agissait d'une mouche importune. Quoi que ce fût, ça pouvait attendre. Le lendemain matin se déroula avec une précision mécanique. L'ascenseur privé ouvrit sans bruit à l'étage de la salle du conseil. L'arrivée de Richard ne suscita ni bavardage ni salut, seulement un redressement de posture, le silence qui le suivait toujours comme une ombre. Hommes et femmes en costume se levèrent à son entrée, puis ne s'assirent qu'une fois qu'il eut pris place en tête de la longue table en noyer. La salle du conseil sentait le cirage et le pouvoir. Les fenêtres offraient une vue similaire à la sienne, là-haut, mais personne n'osait détourner les yeux de la table, pas quand Richard Callahan était dans la pièce. Il ne proposa aucune formule de politesse, il ne avait jamais fait. Il adossa simplement dans le fauteuil, entrecroisa ses doigts sur son estomac et balaya la table du regard. « Commençons, dit-il, d'une voix basse et posée, un scalpel enveloppé de soie. » Les présentations débutèrent, graphiques, chiffres, projections numériques qui défilaient sur l'écran. Richard observait, non parce qu'il en avait besoin, mais parce que c'était attendu. Les chiffres l'ennuyaient, désormais. Il n'avait pas consulté de tableau depuis 3 ans et n'en avait pas besoin. La peur faisait tout le travail. Alors qu'un des jeunes directeurs emmêlait avec sa télécommande, le regard de Richard effleura Mason Reed, le directeur financier. L'homme avait l'air perturbé, son col de chemise légèrement de travers, le nœud de sa cravate plus lâche que d'habitude, une légère sueur perlait sur son front alors que la salle était fraîche. Quand les yeux de Richard croisèrent les siens, Mason détourna vite le regard, trop vite. C'était subtil, mais pas invisible. Plus loin, Sandra, son assistante personnelle, était assise dans un coin, une tablette numérique sur les genoux. Lorsque Richard tourna son attention vers elle, elle déglutit péniblement et baissa les yeux. Elle rata la note qu'elle devait prendre. La mâchoire de Richard se crispa légèrement, juste espace un souffle. Il ne dit rien. Il se contenta de regarder à nouveau l'écran et laissa passer l'instant. Après la réunion, il retourna seul à son bureau. L'ascenseur se referma derrière lui comme un coffre-fort. La musique reprit là où elle s'était arrêtée, et l'odeur de cèdre et de cuir accueillit à nouveau. Il se servit un autre verre de vin, plus sombre que le précédent. Dehors, New York poursuivait sa course chaotique, insomniaque, affamée. Il la regardait encore, impassible, au-dessus de tout et en dessous de tout, sans être remarqué. Une fissure avait commencé à se former. Mais Richard Callahan ne croyait pas aux fissures. Pas encore. Richard se réveilla dans le silence, pas le genre qui apaise, mais celui qui dérange, qui plane juste sous la peau, comme si le monde avait retenu son souffle sans l'expulser. Pas des alertes,
Pas de rappel de calendrier, pas de message de Sandra, son assistante, ni de son avocat, pas de brève des actualités, pas de rapport de volatilité pré-bourse. Rien. L'écran de son téléphone restait vide. Il le tapota à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Il se redressa dans son lit, lentement, et chercha instinctivement sa montre sur la table de nuit, une Rolex Oyster Perpetual en acier et platine, gravée sur mesure. Ses aiguilles étaient figées, obstinément bloquées à 7h03. Il la tourna entre ses doigts. Morte. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Il repoussa les draps, la soie était fraîche contre sa peau, et traversa la chambre pieds nus. Le pantouse avait l'air impeccable. Les rideaux ondulaient légèrement tandis que la lumière du matin peinait à entrer, traçant de longues bandes grises sur le sol. Tout était à sa place, hormis le rythme. Il posa la main sur la porte vitrée du balcon, accès par empreinte digitale. Le panneau clignota en rouge. Pas de correspondance. Réessayer. Son front se plissa. Il réessaya. Même résultat. Étrange. Sans un mot, comme pour nier l'importance de l'incident, il se dirigea vers le salon. Son téléphone vibra une fois dans sa main. Il se précipita enfin, un signe, mais ce n'était pas un message, c'était une alerte système. Authentification bancaire échouée. Veuillez contacter votre banque. Il se figea. Il ouvrit l'application bancaire privée Canaan, saisit ses identifiants. Erreur, compte non reconnu. Il réessaya, vérifia le Wi-Fi, désactiva le VPN, redémarra le téléphone. Même erreur. Son cœur ne s'emballa pas, son souffle ne s'accéléra pas, mais quelque chose en lui se ralentit, comme si son corps avait déjà compris ce que son esprit refusait encore d'admettre. Au fond de l'appartement, les lumières de la cuisine ne réagissaient pas à sa commande vocale. Il appuya sur l'interrupteur. Rien. Il saisit le téléphone fixe. Tonalité inexistante. C'est alors qu'on frappa à la porte. 3 coups brefs, secs, impatients. Il ouvrit pour trouver Martha, l'intendante la plus ancienne de l'immeuble, cheveux gris soigneusement remontés, le regard baissé. « Monsieur Callahan, dit-elle, sans relever les yeux, je viens juste récupérer les clés. » Il la fixa. « Quelles clés ?» Elle déglutit. « On m'a dit de récupérer votre badge des ascenseurs et les vignettes pour le véhicule. La direction a dit que l'appartement est en cours d'audit, ajouta-t-elle d'une voix plus faible encore. « Je suis désolée. » Elle ne demanda pas à entrer ni ne croisa son regard. Elle tendit simplement une main tremblante. Richard la fixa, sans bouger, puis, lentement, comme dans un rêve, il rentra à l'intérieur et revint avec les objets demandés. Il ne posa pas de questions. Martha les prit, hocha brièvement la tête, un geste de remerciement ou de honte, puis elle s'en alla. Et, comme ça, quelque chose bascula en douceur. Pas des alarmes, pas de chaos, juste une déchirure discrète sur le pourtour de tout ce qu'il croyait solide. Il s'habilla avec un calme méticuleux, costume bleu marine, cravate de soie, chaussures cirées comme un miroir, la tenue d'un homme qui prétendait qu'il ne se passait rien. Mais l'ascenseur ne répondit plus à son code d'étage. Au rez-de-chaussée, dans l'atrium en marbre du siège mondial de Callahan Financial, les agents de sécurité relevèrent la tête à son arrivée. Leurs réactions furent trop bien rodées, trop rapides pour être honnêtes. David, le chef de la sécurité, avança. « Monsieur Callahan, dit-il, d'une voix formelle mais distante, je vais devoir vous demander de patienter ici. » Richard sia. « Pourquoi ?» David se racla la gorge, légèrement nerveux. « C'est la procédure, monsieur. Nouvelle procédure de sécurité. »« Je suis la procédure, » répliqua Richard, calme, le regard inébranlable. « Écartez-vous. »« Je suis désolé, monsieur. » La voix de David se fit plus douce, mais il ne bougea pas. « Ordre du nouveau président. » Les mots eurent la force d'un train lancé à pleine vitesse, mais Richard ne broncha pas. Ses yeux se rétrécirent. « Qui ?» demanda-t-il, même il savait déjà. « Monsieur Léon Callahan, » dit David sans hésiter. Un silence tomba, différent de celui du matin, plus lourd. Richard recula d'un pas, puis d'un autre. Personne dans le hall ne croisa son regard, ni la réceptionniste qu'il avait lui-même engagée, ni la stagiaire à son 2e jour, ni le coursier qui attendait près de l'ascenseur. Le bâtiment qui portait son nom venait de l'exclure. Il sortit lentement. Dehors, le monde lui asséna une seconde gifle, l'air était plus froid, plus dur. Les rues de Midtown grouillaient des activités comme à leur habitude. Taxis klaxonnant, piétons se bousculant, casque audio sur les oreilles, café à la main, sourcils froncés.
Mais quelque chose avait changé. Pas la ville, lui. Il resta immobile au bord du trottoir, la marée humaine le contournant comme l'eau autour d'un rocher. Il reprit son téléphone, ouvrit l'appli de chauffeur privé. Véhicule indisponible. Contacter l'administrateur de flotte. Il fixa le message, puis les passants, puis les tours de verre et des aciers qui autrefois se pliaient à sa volonté. Pour la première fois, Richard Callahan le ressentit. Pas de la peur, pas de la rage, un vide. Quelque chose était échappé de lui, ou peut-être que tout était parti. La ville ne s'arrêtait jamais, mais lui, si. La première nuit se brouilla. Aucun hôtel ne voulut le prendre. Son nom, jadis une monnaie, ne suscita plus que des regards sceptiques. Un directeur rit même, jusqu'à ce que Richard soutienne son regard trop longtemps, faisant fondre son sourire comme de la cire chaude. Il marcha, sans savoir jusqu'où. Ses chaussures du cuir italien fait main n'étaient pas prévues pour ça. Vers minuit, ses chaussettes étaient trempées d'avoir marché dans une flaque d'eau nauséabonde derrière un dîner. Il ne jura pas, ne se plaignit pas. Il continua juste d'avancer. La ville était plus bruyante là-bas, sans mur de verre pour atténuer les sons. Tout hurlait, sirènes, rires ivres, crissements des rames de métro sous les grilles métalliques. Près de Canal Street, un homme en manteau taché marmonnait devant un réverbère. Richard s'écarta, plus par reconnaissance que par crainte. Dans un distributeur automatique ouvert 24h24, il inséra sa dernière carte en état de marche, noire, en relief, sans limite. L'écran clignota. Traitement en cours? Puis, carte retenue. Veuillez contacter votre banque. Il regarda le message pendant 30 secondes, l'appareil émettant un petit bruit tandis qu'il avalait la carte. Parti, comme tout le reste. Une voix des enfants le surprit. « Papa, que est-ce qu'il fait ?» Richard tourna la tête. Un garçon d'environ 8 ans le regardait depuis le trottoir, curieux, sans peur. Sa petite main avança vers Richard, mais le père interposa, repoussant l'enfant sans un mot ni un regard, se détournant. Le souffle de Richard se bloqua, non par offense ou souffrance, mais pour quelque chose de plus ancien, plus profond. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un avait observé sans calcul. Il assis sur le bord du trottoir. Le ciment était glacé, taché d'huile, odeur de friture et des urines mêlées flottaient dans l'air. Un papier envola devant son pied, mais il ne bougea pas. Son téléphone était désormais à plat, batterie morte, chargeur perdu. Peu importait, personne n'en appelait. À l'angle, un taxi vira, s'effara inondant Richard d'une lumière crue et implacable. Il plissa les yeux et leva le bras pour se protéger. Pendant des années, il avait accueilli la lumière, flash de studio, projecteur de salle de réunion, flash sur tapis rouge. Il était entraîné à ne jamais scier, mais pour la première fois, il se dérobait. Il ne voulait pas qu'on le voie. Pas comme ça. Au petit matin, il trouva un banc vide dans un parc à moitié éclairé, entre la 38e et Madison. Le métal était humide de rosée. Il allongea malgré tout, un bras sous sa tête et l'autre sur sa poitrine, là où la Rolex accrochait encore à son poignet comme un fossile d'une autre vie. Au loin, on entendait les pas d'un jogger, un chien aboyer, des oiseaux chanter. La vie continuait comme si le monde n'avait pas remarqué qu'il en avait disparu. Il dut somnoler, car quand il rouvrit les yeux, le ciel avait pris une teinte bleu dur. Son estomac se nouait, la faim était plus un simple mal, mais une force qui le tirait vers le bas. Il se leva, les articulations raides, les muscles endoloris, chaque mouvement ralenti. Le corps suito ou tarait l'âme. En traversant la rue, il aperçut son reflet dans la vitrine d'une boutique. De biais, il vit un homme vaguement familier, le teint grisâtre, les cheveux en bataille, la mâchoire mal rasée. Il ressemblait à quelqu'un qui essaie de se rappeler qui il était. Sous le pont de Lexington et la 45e, il se tapit dans l'ombre, regardant la circulation filer au-dessus comme un courant inatteignable. Les riches passaient au-dessus dans des voitures silencieuses aux vitres teintées, à l'abri du froid, de la saleté, du silence. Une brise souleva des détritus à ses pieds. Un sac plastique vide se prit dans sa jambe. Alors qu'il le chassait, quelque chose d'autre atterrit près de lui, plus épais, plus lourd, un journal. Il arrêta juste à sa chaussure. Il le ramassa, sans empressement, et elle ouvrit de doigts engourdis. La une le salua comme un vieil ennemi. Le nouveau titan de Wall Street. En dessous du titre, Léon Callahan souriait aux côtés des sénateurs d'État, leur poignée de main parfaite.
Derrière eux, le même immeuble que Richard avait autrefois arpenté sans avoir à s'annoncer. Il ne jura pas, ne déchira pas le papier. Il le posa simplement sur ses jambes comme une couverture de fortune. Et l'encre marqua sa peau. Quand la nuit revint, plus froide encore, Richard rentra ses bras dans son manteau et se laissa glisser plus loin dans l'ombre de l'allée. Ses lèvres étaient gercées, son souffle lent. Il ne pensait à rien, ni à la salle du conseil, ni à elle Argent, pas même à Léon. Juste le silence. Puis il sentit une présence, il n'était pas seul, quelqu'un elle observait. Il leva les yeux vers elle entrée de l'allée, à moitié éclairée par le halo orange des un réverbère défectueux. Une silhouette y tenait, une fille, frêle, avec des yeux trop grands pour son visage. Elle ne bougeait pas, serrant quelque chose dans ses mains, elle era indéchiffrable. Un instant, il crut à une hallucination, mais un coup de vent fit flotter son manteau, bien réel. Son regard n'exprimait ni pitié ni crainte, mais une compréhension. Elle fit un pas, puis un autre, et Richard, sans le savoir, venait d'être enfin vu, après des jours, par quelqu'un que le monde n'avait jamais remarqué. Près du Bronx Market, 23h12. Elle allait empester les viscères de poisson et le vieux chou, reste du marché ouvert la journée et désormais fermé, ses étals repliés en structure squelettique, des caisses vides bordant le trottoir, maculées de purée de tomates et de prospectus froissés. La lumière d'une enseigne néon pour un magasin des alcools clignotait, peignant les murs de pulsations vertes et rouges, comme un cœur à agonie. Richard était assis, genoux remontés, dos contre un mur qui transpirait un froid opiniâtre. Un bras croisé sur sa poitrine, et l'autre pendant à son côté, doigts légèrement recroquevillés, trop fatigué pour se crisper. Il n'avait pas parlé depuis 2 jours, non par choix, mais parce qu'il n'y avait personne à qui parler. Même la ville semblait l'ignorer. Son estomac émit un nouveau spasme lancinant. Il ferma les yeux, le monde vacilla doucement. La faim était devenue un ressac, comme des vagues contre la pierre, constante, anesthésiante, étrangement hypnotique. Des pas brisèrent cet état. Léger, rapide, ni pressé ni hésitant, simplement là. Il ouvrit les yeux, la fille était de retour, peut-être à 3 mètres, mince, 10 ou 11 ans, les cheveux emmêlés sous un bonnet passé, le visage sale. Sa veste était trop grande de 2 tailles, effilochée au poignet, une poche déchirée. Elle tenait un morceau de pain à moitié entamé, la croûte mordue. Elle ne parla pas d'abord. Richard la fixa sans bouger, incertain qu'elle s'enfuit comme un oiseau. Elle resta. Au lieu de s'éloigner, elle avança. Doucement, elle accroupie devant lui, un geste fluide, presque méthodique, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle approchait quelqu'un comme lui effondré, silencieux, vide. Elle posa le morceau de pain sur un couvercle de boîte de conserve renversé et le poussa vers lui, un geste d'une étrange grâce. Puis, sans lever les yeux, elle attrapa son lacet de chaussure. Richard eut un mouvement de recul. Elle marqua une pause, mais ne s'arrêta pas. Du bout des doigts, elle resserra son lacet droit, formant un nœud simple, un second, net. Puis elle fit de même à gauche. Il ne parla pas, ne résista pas. Elle observait. Lorsqu'elle eut fini, elle s'assit à côté de lui, pas trop près, juste assez pour qu'ils partagent le même froid. « Mange ça » dit-elle d'une voix rauque mais calme. Il contempla le pain, puis la regarda, puis à nouveau le pain. Il était rassis, la croûte durcie, avec des traces probablement de tomates sur un côté. Son orgueil se cabra, mais son corps en moquait. Il ne le prit pas tout de suite. Il demanda doucement. « Pourquoi » Elle haussa les épaules. « Parce que tu as faim. » Hélène n'avait pas prononcé ces mots avec douceur ou compassion, mais comme un fait, tel un constat sur la nuit ou la rue vide. Cela le fit se sentir étrangement en sécurité. Il attendit encore quelques secondes, puis se pencha lentement et prit le pain. Ses mains tremblaient légèrement. Il y avait un peu de chaleur au centre. Il y mordit. La première bouchée était étrange, sa mâchoire bougeait mécaniquement. Le goût était trop sec pour être distinct, mais il mâcha lentement, presque avec révérence, comme si chaque mouvement symbolisait l'abandon. Des larmes lui montèrent aux yeux, il les refoula. La fille sortit l'autre moitié de sa poche et se remit à mâcher, lentement, comme quelqu'un qui sait faire durer la nourriture. Ni l'un ni l'autre ne parlaient. 1 minute passa, peut-être 5. Un chat émergea de l'ombre, maigre, la queue fouettant l'air. Il renifla les miettes tombées entre eux. Claire, même il ne connaissait pas encore son nom, ne bougea pas. Richard non plus. Espace d'un instant, tous 3 restèrent là, l'homme, la fille et le chat, chacun perdu dans son propre silence.
Richard la regarda à nouveau. « Tu vis par ici » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. À la place, elle sortit une serviette en papier chiffonné de sa veste et la lui tendit. Il essuya les doigts, puis la bouche. La serviette sentait légèrement l'eau de javel et quelque chose de fleuri, peut-être un savon bon marché. Il ne la remercia pas, non parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que, dans cet espace entre eux, les mots semblaient superflus. Elle se leva, époussetant ses genoux. Avant de partir, elle le regarda vraiment, ses yeux trop grands et trop vieux pour son âge. « Tu ne devrais pas dormir ici, dit-elle. »« Où devrais-je dormir » demanda-t-il, sans moquerie, simplement perdu. Elle le fixa un instant, puis tourna les talons, disparaissant dans la nuit et les néons. Il la suivit du regard, puis se renfonça contre le mur. Le couvercle de boîte de conserve était toujours à côté de lui, l'arrière-goût du pain encore sur sa langue. Il ne se sentait pas rassasié, mais il ne se sentait plus invisible. Pas ce soir. Plus maintenant. Bas Bronx, l'aube. Quand Richard entendit de nouveau, les pas étaient les mêmes, ni pressés ni hésitants, tout aussi naturels que la respiration de la ville. Claire se tenait là où elle avait laissé quelques heures plus tôt, frêle, immobile, à l'entrée de l'allée. Elle ne lui fit pas signe, ne sourit pas. Elle inclina juste la tête, comme pour dire « Tu viens ou pas ?» Richard se leva, raide, lent. Ses articulations grinçaient, son dos le lançait. Il portait encore le même costume, froissé, taché au poignet, son poids désormais plus fardeau que armure. Il la suivit. Ils marchèrent en silence, longeant les devantures fermées et les vendeurs endormis, les réverbères qui palpitaient encore de crainte face au jour naissant. La ville se réveillait, s'étirait, prête à oublier qu'ils existaient. Claire le guida dans une ruelle que Hélène aurait jamais remarquée, trop étroite, trop banale. Elle passa sous un grillage branlant. Richard hésita à peine, puis la suivit. De l'autre côté, la ville changea. Plus de façades grandioses de Manhattan, ni même les blocs commerciaux délabrés du Bronx, mais quelque chose d'autre. Des rangées des immeubles en décomposition, fenêtres barricadées ou brisées, un camion tagué de graffitis, rouillé, incrusté dans le trottoir, des montagnes de sacs plastiques, de boîtes en polystyrène noircies par la moisissure. Claire arrêta devant un bâtiment bas en briques, à moitié effondré sur une extrémité. Le toit avait cédé depuis longtemps, mais le coin du fond restait sec, sombre, caché. « C'est là que je dors quand il pleut, » dit-elle, comme une évidence. Richard parcourut l'endroit du regard. « Tu dors ici » Elle hocha la tête. « Parfois, quand les flics ne font pas évacuer les gens. » Elle entra en se baissant. Il la suivit, pliant le dos, sentant chaque vertèbre protester. L'odeur de carton mouillé et de ferraille usée envahissait l'espace. Claire agenouilla dans un coin, disposant des feuilles de journal avec précision. « Plus épais sous ta tête, marmonna-t-elle, pour que les rats ne approchent pas de tes oreilles. » Richard eut un sursaut. « Des rats ?» Elle sortit une brique de sous une plaque branlante et la posa près de sa couche. « Tu voudras un truc comme ça, au cas où il deviendrait trop curieux. » Il n'y avait aucune plaisanterie dans son ton, ni peur, juste un détachement brut, comme si un courtier parlait de la volatilité du marché. Richard resta un instant sans bouger, puis, lentement, assis par terre, à côté d'elle. Le papier bruissait sous lui. Claire ne releva pas les yeux. « Ne t'allonge pas sur le dos. Tourne-toi vers le mur. » Il se tourna. « Pourquoi ? Tes poches sont visibles. » Richard se réorienta, appuyant contre le mur. « Si tu as des trucs importants, garde-les sur ta poitrine, sous tes vêtements, et enroule toujours la bandoulière de ton sac autour de ton bras. »« J'y ai pas de sac ?» Claire le regarda. « Alors, t'as déjà tout perdu. » Ces mots ne contenaient pas de pitié, juste l'exactitude cruelle de quelqu'un qui en a trop vu, trop tôt. Elle se rassit, jambes croisées, et sortit une petite bouteille en plastique de sa veste. De l'eau. Elle en but une gorgée, puis lui tendit la bouteille. Richard but. Ça avait un goût métallique, poussiéreux. Peu importe. Plus tard, quand le soleil fut plus haut, ils repartirent. Claire emmena à l'arrière un restaurant, un vieux resto italien avec des auvents rouges et des tables extérieures, qui n'a jamais l'air propre que de devant. Elle accroupie près des bennes, attentive comme un rapace. Celle-ci, dit-elle en tapotant la benne de droite. C'est là qu'il jette la nourriture quand le chef la rate. Richard la dévisagea. Claire souleva le couvercle. À l'intérieur, des boîtes en plastique empilées, certaines ouvertes, à moitié mangées, des autres encore scellées. Une contenait un morceau de lasagne avec une seule bouchée en moins.
Claire elle attrapa et elle ouvrit. Le papier des alu repousse les insectes. Regarde, pas de mouches, pas de pain mouillé. Faut juste vérifier l'odeur. Elle la lui tendit. Il hésita, le nez frémissant. Ça avait l'air comestible, peut-être même bon, mais quelque chose en lui se révoltait. Il la regarda, elle mangeait déjà des pâtes froides à la main, la tête baissée, impassible. Il baissa les yeux vers la lasagne. Son orgueil était plus érodé, il avait été raclé. Ne restait que la faim. La faim ne connaît ni honte ni délai. Il prit une bouchée. La viande froide collait au palais, le fromage avait durci, mais la sauce gardait encore un peu de saveur. Il mâcha lentement, avec gravité, comme il acceptait peu à peu sa nouvelle réalité. Claire ne le regarda même pas, mais dit « Celle-là est sûre. Les poubelles du jeudi sont les meilleures. Beaucoup de restos prévoient trop pour le jeudi soir. » Il avala. « Tu as étudié ça ?» Elle haussa les épaules. « T'es étudié, si tu veux manger le soir. » Ils rentrèrent à l'entrepôt. Claire réinstalla leur coin. À la tombée de la nuit, elle approcha de l'entrée et posa une vieille chaussure juste devant. Richard observa. Elle revint s'asseoir. « À quoi sert la chaussure ?» demanda-t-il. Elle le regarda comme il posait une question évidente. « C'est un signe. Les gens voient ça, ils savent que l'endroit est déjà pris. Et ils ignorent le signe ?» Elle esquissa un léger sourire, ni dur ni moqueur. « Alors, vaut mieux se réveiller vite. » Richard hocha lentement la tête. Plus tard, lorsqu'il allongea, il perçut la différence. Il ne faisait plus que survivre, il apprenait désormais comment survivre. Claire installa à côté de lui, la brique contre sa main comme une arme familière. Longtemps, ils restèrent sans parler. Juste avant que Richard ne ferme les yeux, elle murmura, sa voix douce mais claire dans la nuit. « Tu sais, ici, personne ne s'en sort seul. » Il ne répondit pas, parce que cette vérité n'avait pas besoin de réponse. Harlem, fin des après-midi. La vitre fissurée d'un café laissait filtrer un soleil mourant. L'endroit était petit, sale d'une façon qu'il prétendait pittoresque. La peinture se détachait du cadre de la fenêtre, l'enseigne ouverte clignotait de manière inégale derrière un verre fendu. Le café avait un goût de pièces de monnaie bouillie, mais les banquettes étaient profondes et le personnel ne posait pas de questions. Richard et Claire étaient assis au fond, dans une banquette en vinyle graisseux qui collait à la peau. Richard portait toujours le même costume, mais il lui allait différemment, plus large aux épaules, froissé sans espoir. Claire était en face, les bras serrés autour d'elle, sirotant un cola trop dilué avec une paille fendue. Il la regardait, non plus avec curiosité, mais avec la conscience grandissante qu'il ne connaissait pas cette ville comme elle. Pas depuis longtemps. Elle se pencha légèrement. « C'est la voiture », dit-elle en désignant la fenêtre poussiéreuse. Richard tourna la tête. De l'autre côté de la rue, à moitié dissimulé derrière un portail rouillé, un Cadillac Escalade noir était garé, le capot tourné vers un garage à pneus fermés. Les vitres étaient teintées à extrême, mais une portière arrière ouvrit une seconde. « Ça suffit », lâcha Claire avec calme. « C'est lui. »« Comment tu le sais ?» Elle ne s'y a pas. « La Rolex, cadran fumé, bracelet platine. La même que tu portais avant. » Richard effleura machinalement son poignet, encore marqué là où son ancienne montre pesait autrefois. « Il la porte toujours à la main droite », ajouta Claire. « La plupart des gens la portent à gauche. » J'y ai remarqué. Richard ne demanda pas depuis combien de temps elle remarquait ces détails. Il connaissait déjà la réponse, depuis trop longtemps. Ils regardèrent la portière se refermer. Un homme en manteau sombre sortit du siège passager avant, tenant une mallette fine et marchant avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à regarder derrière lui. Il était avec lui la semaine dernière aussi, dit Claire, derrière le supermarché chinois sur la 134e. Richard plissa les yeux. « Je connais ce visage, murmura-t-il, c'est Kamuro Tekashi. J'y ai refusé une joint venture avec lui il y a quelques années, ses comptes n'étaient pas nets. » Claire sortit une serviette en papier du distributeur, elle étala sur la table et la lissa de la paume. Avec un morceau de crayon cassé, elle esquissa rapidement, des traits anguleux mais précis, un visage, un autre, profil avec une cicatrice, lunettes de soleil, cheveux gominés, une main ornée de 3 bagues. Pas besoin de demander l'avis de Richard. Il se pencha, murmurant parfois un nom ou un détail. Elle hochait à peine la tête, enregistrant chaque information. Quand la serviette fut pleine, elle la tourna et y ajouta un symbole, grossier mais reconnaissable, un L stylisé entrelacé avec un serpent. « C'est quoi ?» demanda-t-il.
Claire tapota la serviette. C était sur la chemise cartonnée, celle que Léon a tendue. Je l'ai vue à travers la vitre de la voiture. Le souffle de Richard se bloqua. Il se renfonça dans la banquette. Ce n'est pas un logo, c'est un signe des immatriculations. Une société écran, Luxom Group. On louait des biens chez eux, à elle étrangers. Claire ne réagit pas, se contenta de déchirer la serviette en 2 morceaux, puis de plier les 2 parties. Ils quittèrent le café, sans finir leur boisson. Ce soir-là, Claire elle emmena dans un recoin entre 2 magasins fermés. Elle y glissa et revint avec un petit sac plastique contenant un appareil photo jetable, poussiéreux, partiellement fêlé, mais dont la molette tournait encore. « Trouvé derrière les poubelles », dit-elle en le lui tendant. Il restait de la pellicule. Richard le regarda. « Tu es sérieuse ?» Elle haussa les épaules. « Tu veux des preuves ou pas ?» Ils retournèrent près de l'escalade, désormais vide, mais Claire savait déjà où ils étaient allés. Pieds nus et silencieuse, elle entraîna sur 2 blocs de distance puis monta un escalier de secours. Depuis le toit, ils avaient une vue parfaite sur le quai de chargement derrière un entrepôt sans pancarte. Richard accroupi, elle appareil en main, Claire à ses côtés. Quelques minutes plus tard, des phares clignotèrent une fois dans l'allée. L'escalade arriva. Une autre voiture suivit. De leur perchoir, Claire tapota son bras. Maintenant, souffla-t-elle. Les voitures partirent dans des directions opposées. Claire se leva la première. « Nous en avons assez, dit-elle. » 3 jours plus tard, dans un bureau exigu au-dessus des Pawn Shop à Brooklyn, ils s'assirent en face des un homme qui, autrefois, semblait avoir terrifié la salle des audiences, mais qui depuis avait laissé le temps et le whisky émousser son tranchant. Frédéric Moore portait un pull en maille torsadé par-dessus une chemise Oxford jaunissante. Son regard était vif mais fatigué. Il écouta en silence tandis que Richard expliquait ce qu'ils avaient vu. Lorsque Claire glissa les croquis esquissés sur la serviette pliée de l'autre côté du bureau, Frédéric ne les toucha pas. « Je ne suis plus ce genre des avocats, dit-il simplement. Richard n'insista pas, mais Claire se pencha en avant. « Si vous ne nous aidez pas, dit-elle, la voix ferme, nous devrons y retourner avec une caméra morte et personne pour regarder. » Frédéric la regarda longuement, puis observa Richard, puis à nouveau les croquis. Il soupira. « Laissez-moi voir les papiers. » Richard plongea la main dans son manteau, toujours le même manteau, désormais effiloché au col, et en sortit une enveloppe usée contenant une copie du contrat de vente qui avait dissous Callahan Financial. La signature au bas portait son nom. Frédéric la tint à la lumière, ses doigts traçant les boucles et les angles. Richard retint son souffle. Les sourcils de Frédéric se froncèrent. « Ça, ce n'est pas à toi. »« Je sais. Mais c'est très proche, trop proche. » La voix de Richard se brisa légèrement. Léon imitait souvent ma signature. Je pensais que c'était un jeu. Frédéric reposa le document. C'est un faux, c'est évident. Mais la simple contrefaçon ne fera pas tomber un homme comme ton frère. Il a enterré les véritables décisions derrière 5 sociétés écrans et 3 avocats plus véreux que lui. Alors, que est-ce qu'on fait? Frédéric les regarda tous les deux, le regard plus dur désormais. Il prit un bloc-notes juridique. On commence à tirer des fils, dit-il avant de s'arrêter. Mais vous devez savoir une chose. Richard se redressa. Il comprend que vous êtes sur sa piste, il ne se contentera pas de vous ruiner. Il vous fera disparaître. Claire ne broncha pas. Alors nous ferions mieux de nous dépêcher. Richard sentit quelque chose bouger en lui. Ni de la rage, ni de la peur. Une raison de rester en vie. Brooklyn Industrial Park, minuit. Brouillard, air rouillé. L'entrepôt était silencieux un silence lourd et dangereux, où l'absence de bruit annonce plutôt la présence de quelque chose qui attend. Un projecteur fissuré clignotait au-dessus du quai de chargement, projetant des ombres irrégulières sur le béton brisé. Le métal grinçait dans le vent, et quelque chose de petit, une canette ou un os, tinta doucement en roulant au fond d'une allée. Richard avançait comme un homme possédé. Le téléphone prépayé bon marché dans sa main diffusait le dernier enregistrement de Claire. Sa voix, faible et pressée, se mêlait au vent et au bruit lointain de la circulation. Cadillac noir, plaque partielle 2NQ5Z. Un bruissement, une respiration, puis un bruit sourd, un fracas, et le silence. L'écran se figea. Batterie à 2%. Il glissa le téléphone dans la poche de son manteau, les mains tremblantes non pas de froid, mais de quelque chose de plus profond, une fureur impuissante. Il avait fouillé la moitié du quartier,
parlait à personne, se fiant seulement à des intuitions, des bribes, ses connaissances des habitudes de Claire, jusqu'à ce qu'il le voie, gravé sur le côté d'une boîte électrique corrodée, près d'une porte de chargement RC. C était rudimentaire, gravé vite et profondément, les lignes tranchantes et inégales. Il appuya sa main sur les rainures, comme pour confirmer quelque chose de sacré. Elle était passée par là, laissait un signe, juste assez pour le guider. Claire avait toujours su qu'elle devrait dès abord se sauver elle-même. La porte latérale était enchaînée, mais pas serrée. Il enroula sa main dans la manche de son manteau et fracassa le cadenas avec un tuyau tout proche. La chaîne tomba. Il poussa la porte juste assez pour se glisser à l'intérieur. L'air puait l'huile moteur et la moisissure. Des rangées des étagères rouillées se dressaient comme des pierres tombales. Des chariots élévateurs brisés étaient appuyés contre des murs affaissés. On aurait dit que l'endroit était vide, ou presque. Puis, un son, un grognement, un déplacement de poids. Il le suivit silencieusement, enjambant des débris de carrelage cassés, contournant des palettes empilées de bois éclaté. Un autre bruit, plus proche, le choc sourd de quelque chose de lourd qu'on laissait tomber, puis une voix, masculine, lasse, parlant à quelqu'un des autres dans une langue que Richard ne comprit pas. Il tourna au coin, un garde, jeune, costaud, appuyé contre une poutre en acier, fumant. Un pistolet pendait à sa ceinture, mal accroché. Richard ne réfléchit pas. Il bondit, un élan dicté par le désespoir. Ils écrasèrent l'un contre l'autre, le garde ne lâcha qu'un cri avant que le coude de Richard ne le heurte à la mâchoire, suivi des un genou, puis la paume de la main ouverte dans la gorge. Ce n'était pas de la technique, mais de la panique, de la survie. Le garde s'effondra, haletant, sonné. Richard baissa les yeux sur ses mains, rouges, tremblantes, étrangères. Il enjamba le corps et s'enfonça plus loin dans l'obscurité. Claire était dans le fond de l'entrepôt, attachée à un poteau en acier avec un gros fil de fer autour de ses poignets et de ses chevilles. Sa veste était déchirée, du sang séché couvrait sa tempe, mais elle était debout, éveillée, acharnant en silence sur ses liens avec un morceau d'aluminium déchiré. Quand elle leva les yeux et le vit, elle ne cria pas, elle n'appela pas son nom, elle exhala seulement et murmura comme si c'était la chose la plus évidente. « Je savais que tu me trouverais. » Il tomba à genoux près d'elle. « Tu es blessé ?» Juste courbaturé, dit-elle, la voix faible mais ferme. « Ils n'ont pas obtenu grand-chose de moi. J'y ai fait l'idiote. » Il sortit l'outil multifonction que Frédéric lui avait donné. La lame cliqueta en ouvrant. Il commença à couper le fil de fer qui était enfoncé dans sa peau. Elle grimaça, mais ne fit aucun bruit. « Tu as laissé une marque, dit-il, sans la regarder. Je me suis dit que tu chercherais. » Un silence. Et je n'avais pas le temps d'écrire une phrase entière. Il rit, mais son rire se brisa à mi-chemin. Il se racla la gorge en continuant. Elle le regarda, vraiment, longuement. « Tu es différent. »« Ouais. Tes cheveux sont en bataille, dit-elle, et tes jointures saignent. »« Ça semble logique, grommela-t-elle. » La dernière boucle de fil céda. Il libéra ses mains, puis ses chevilles. Elle se leva sur des jambes chancelantes, il la rattrapa quand elle vacilla. Elle ne se déroba pas. Il enroula son manteau autour de ses épaules et elle emmena dehors, en passant devant le garde inconscient, les étagères métalliques et l'écho persistant de sa peur. Ils sortirent dans la nuit. Un instant, aucun des deux ne parla, la ville sembla à nouveau trop vaste, trop lointaine. Puis Claire appuya contre lui et murmura, à peine audible. « Je ne peux pas te perdre. » Richard baissa les yeux. Ses yeux à elle étaient brillants, sa lèvre fendue, mais sa voix était sûre. « Jamais, ajouta-t-elle. Il la serra plus fort. « Non, dit-il, jamais. » Il la garda contre lui au milieu de la rue défoncée, sous un lampadaire dont la lumière mourante bourdonnait. Et pour la première fois depuis des mois, il se permit de ressentir tout le poids, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il pourrait encore perdre, et tout ce qui lui restait à protéger. Des larmes lui montèrent aux yeux, il ne les refoula pas cette fois. Claire ne parla plus, restant simplement serrée contre lui, une main agrippée à son manteau comme une ancre. Puis, alors que le silence s'allongeait et que ce moment se transformait en quelque chose de nouveau, d'inexprimé, Claire dit, la lassitude d'une enfant qui en a trop vu. Alors ne les laisse pas gagner. Richard regarda devant lui. L'entrepôt se dressait derrière comme un souvenir qui ne partirait jamais. Il acquiesça, la mâchoire serrée. « Je ne le ferai pas. » Et cette fois,
Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, mais des ailes, de justice, du fait de sortir enfin de l'ombre, pas seulement pour récupérer ce qui lui appartenait, mais pour détruire tout ce qui avait essayé de la briser. Il ne serait pas seul. Ce soir-là, dans les Hamptons, la villa s'élevait comme une forteresse de verre et des excès, juchée sur une falaise parfaitement entretenue qui surplombait l'Atlantique, éclairée de l'intérieur par des lustres trop brillants, trop immaculés. Des serveurs en veste blanche allaient et venaient entre des groupes des hommes en smoking et de femmes portant des robes valant plus qu'1 mois de loyer à Brooklyn. Les flûtes en cristal tintaient, un air de jazz se diffusait depuis des haut-parleurs invisibles. La piscine scintillait, intacte, un miroir que personne n'osait troubler. Léon Callahan était dans son élément. Il se tenait près de la terrasse principale, sous une tonnelle couverte de vignes, tenant court. Les rires tournaient autour de lui comme une marée qui lui obéissait toujours. Son costume était italien, son sourire, répété. Un sénateur venait de complimenter la sélection de vins, un banquier murmurait une nouvelle acquisition à Dubaï. Puis quelqu'un poussa un petit cri, presque un souffle. Les têtes se tournèrent. Un homme venait d'apparaître à la limite de la pelouse, traversant l'herbe comme une ombre coupant la soie. Ses vêtements étaient simples, un jean sombre, un manteau noir, col relevé. Mais sa présence trancha dans le luxe comme un scalpel dans la chair. Richard Callahan. Il n'appartenait plus à ce monde, et pourtant, ce soir, il le dominait. Le sourire de Léon vacilla, une fraction de seconde, puis revint. « Frère, dit-il en levant son verre. Je ne savais pas que tu viendrais. Pas besoin de... » Richard continua d'avancer, pas de poignée de main, pas de salut. Il s'arrêta à 1,50 m de la table centrale, où des bouteilles de vin étaient alignées sur un buffet en acajou et où une hôtesse venait de déposer des truffes fraîches. Il sortit de son manteau une grosse enveloppe Kraft, qu'il laissa tomber sur la table. Des papiers glissèrent sur le bois poli. Le silence tomba, interrompu seulement par le murmure de l'océan, plus bas. Léon ne bougea pas. La voix de Richard, basse, calme, mais tranchante. Falsification. Compte fictif. Transfert dissimulé. Blanchiment offshore. Et ça, il leva une photo, pincée entre 2 doigts. Toi, avec Kamura Tekashi et 2 trafiquants financiers notoires, le mois dernier, dans le Queens. Tu te souviens du Queens, n'est-ce pas, Léon? Il laissa le silence s'installer. Les gens se tournaient. Une femme au fond abaissa sa flûte de champagne. Richard replongea la main dans son manteau et en sortit un vieux téléphone cabossé, un coin brûlé, qu'il alluma. Écoutez. Des haut-parleurs éleva la voix de Claire, douce, précipitée, Cadillac noir, plaque partielle Q5Z. Puis des pas, un craquement, un choc, un souffle chuchoté, Richard. L'enregistrement s'arrêta. Quelques invités se raidirent. Des autres regardèrent Léon. Celui-ci ne bougeait toujours pas, le visage impassible, les mains croisées derrière le dos. Tu crois qu'on va gober ça? Lança-t-il, voix maîtrisée. La voix d'une gamine sur un téléphone cassé? Allons, Richard. Je t'ai toujours dit que tu avais un sens de la mise en scène. Je n'est pas fini. Un temps. De derrière les rideaux de la terrasse, une silhouette avança. Claire. Elle paraissait frêle face à tant d'opulence. Ses cheveux étaient tressés, ses joues portaient encore de légères marques que le maquillage avait pu dissimuler. Mais ses yeux étaient clairs et durs tandis que L.S. approchait de Richard. Elle portait son manteau, bien trop grand pour elle, comme une armure. L.S. avança et parla d'une voix calme qui fit taire tout le reste. J'ai vu Léon Callahan donner de l'argent à 3 reprises, une fois dans le Queens, 2 fois dans le Bronx. Il utilisait des voitures différentes, mais toujours le même homme pour transporter la mallette. Un frisson parcourut les invités. Claire releva le menton. Je n'invente rien. Je me souviens des visages, je les ai dessinés, ils sont dans cette enveloppe. Et si vous en voulez plus, je peux vous donner des dates, des heures, des rues. Vous voulez des témoins? Et des photos. Vous voulez un mobile? Il a volé une entreprise. Comme il ne pouvait pas me faire taire avec de l'argent, il a essayé avec ses poings. Léon avança finalement un pas, un sourire léger. C'est une belle histoire, petite. Mais personne ici ne... Des gyrophares éclairèrent les haies, des sirènes des abords lointaines, puis proches. Une rangée de policiers passa par l'entrée principale, franchissant le jardin. En tête marchait un homme grand, en civil, une plaque à la ceinture et l'air de quelqu'un qui avait attendu ce moment pendant des années. Léon Callahan, aplaté.
des exclamations se firent entendre. J et un mandat des arrêts contre vous, pour fraude financière, complot et enlèvement. Le masque de Léon se fissura. Il se tourna vers Richard, la voix basse, désespérée. « Tu as fait ça? Tu les as amenés ici ?» Richard ne dit rien. La voix de Léon monta des un cran, vibrante de fureur. « Tu crois que ça fait de toi un héros? Tu es un homme brisé, Richard. Un fantôme. Tu vis de la pitié d'une gamine et tu penses être justifié? » Toujours aucun mot de Richard. Léon trembla de rage. « Tu n'es rien, un mendiant en habits empruntés, un homme qui n'a plus rien. » Alors Richard approcha, le regardant droit dans les yeux. « Non, dit-il doucement, je suis le seul qui n'a pas peur de la lumière. » Les policiers saisirent Léon par les bras. Il se débattit, puis renonça. Son regard balaya la foule, ces gens qu'il avait divertis, achetés, menacés, manipulés. Aucun ne bougea, pas un. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Claire le regardait en silence, debout aux côtés de Richard. Celui-ci la dévisagea, mais elle ne détourna pas le regard, fixant Léon qu'on emmenait vers les voitures de patrouille. Puis elle murmura, pas pour lui, plutôt pour LR. Il tombe toujours plus vite qu'il ne s'élève. Les invités recommencèrent à chuchoter. Certains filmèrent la scène avec leur téléphone. L'orchestre avait cessé de jouer depuis longtemps. Quelque part, derrière tout ça, le vent sembla changer, comme si quelque chose de vieux venait enfin d'expirer. Le sol en marbre du siège de Callahan Financial brillait sous les chaussures de Richard, comme si le monde avait été repoli en son absence. Tout avait l'air identique, trop, même. L'accueil arborait toujours la même orchidée, le même annuaire digital vacillant. Mais l'atmosphère avait changé. Ou peut-être était-ce Richard lui-même. Alors qu'il franchissait la porte-tambour, le bourdonnement des conversations s'éteignit. Des employés, concentrés sur leur clavier ou discutant projet de vente, relevèrent la tête un à un, certains perplexes, des autres curieux. « Excusez-moi, monsieur », fit une jeune réceptionniste aux cheveux soigneusement coiffés, un badge récent autour du cou, tenant une tablette. « Avez-vous un rendez-vous aujourd'hui ?» Sa voix n'était pas méchante, seulement efficace, soumise au protocole. Elle ne le reconnaissait pas. Richard ne répondit pas. Le silence dura assez pour qu'un autre employé, plus âgé, portant un costume bleu marine, se penche hors de l'ascenseur ouvert. Il écarquilla les yeux. « Monsieur Callahan » souffla-t-il. « C'est bon de vous revoir. » La main de la réceptionniste resta en suspens. Elle cligna des yeux. Richard offrit un léger sourire, fatigué, et entra dans l'ascenseur, Claire sur ses talons. Elle restait silencieuse, attentive. Ses mains enfouies dans les poches du manteau qu'il lui avait donné des semaines plus tôt, trop grand pour elle, mais qu'elle portait maintenant avec une sorte de fierté discrète, comme si ça signifiait autre chose que la chaleur. Ils montèrent en silence jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur l'espace qui, autrefois, était son royaume, le bureau du PDG. Rien n'avait bougé. Les mêmes baies vitrées dominantes sur Midtown, les mêmes meubles des aciers et de cuir, et le même flacon de scotch intact, dans un coin du bureau en noyer. Il avança lentement vers le bureau, effleurant du bout des doigts le plateau, puis assis sans cérémonie dans le fauteuil en cuir, qui émit un léger grincement. Il regarda par la fenêtre. La ville scintillait au loin, indifférente, sans fin, belle et laide. Il resta ainsi 10 secondes, 20, puis tourna à moitié le fauteuil, un vieux réflexe, et se leva. Il ne se sentait plus chez lui. Ni la pièce, ni le fauteuil, ni même la vue. Il tourna les yeux vers Claire, qui se tenait près du mur du fond, observant un portrait de Léon toujours accroché. Elle ne parlait pas, lui non plus. Mais dans ce silence, il ressentit leur accord. Cet endroit, ces murs, ces gens, ne leur appartenaient plus. Plus tard dans l'après-midi, ils se trouvèrent devant un autre type de bâtiment, à Harlem. 3 étages fatigués, autrefois une église, transformée en entrepôt, à présent à abandon. Une croix fissurée était toujours fixée au-dessus de la porte principale, en équilibre précaire. Un contremaître attendait Richard près de l'entrée, un plan à la main. « On peut garder la structure, dit-il. La charpente est solide. Ça prendra quelques mois, mais on peut en faire ce que vous voulez. » Richard acquiesça. « Nous aurons besoin de chambres, de douches, d'une cuisine fonctionnelle. »« Et vous dites que c'est pour des enfants ?» Il jeta un coup d'œil à Claire, restée sur le trottoir, les yeux braqués sur le bâtiment comme si c'était une montagne à gravir. « Oui, répondit Richard. « Pour eux. » À l'intérieur,
L'endroit sentait la poussière et le vieux bois. La lumière passait à travers des restes de vitraux, rouges et bleus, dessinant sur le carrelage fissuré des motifs colorés. Claire déambula seule, ses pas résonnants. Elle grimpa l'escalier jusqu'au dernier étage. Richard la suivit plus lentement. Quand il la rejoignit, elle se tenait devant une fenêtre. Dès ici, on voyait la silhouette de Manhattan au loin, propre, acérée, hors de portée. Claire ne se retourna pas. « Je pensais, dit-elle d'une voix douce, que les endroits où étaient les plus sûrs. » Richard resta près d'elle, laissant le silence s'installer. « Ça ne l'est pas, finit-il par répondre. On ne voit juste plus le sol quand on est là-haut. » Elle hocha la tête, son reflet mince et fragile sur la vitre poussiéreuse. « Parfois, il faut tomber pour savoir où recommencer, » ajouta-t-il, presque dans un souffle. 2 jours plus tard, dans le calme un petit tribunal de famille, Richard déplia une feuille sur un bureau étroit. Claire était assise de l'autre côté, les doigts tambourinant doucement sur le bois. Ce n'était pas encore officiel, pas tant que Hélène n'aurait pas signé. Il poussa le formulaire vers elle, son nom imprimé à l'endroit prévu. Claire S. demande d'adoption. Elle le fixa longuement, sans le toucher, sans parler. Puis, finalement, sans lever les yeux, elle demanda. « Tu es sûr ? Parce que une fois que je signe, je ferai vraiment partie de ça. On ne pourra plus l'effacer. » Richard ne s'y a pas. « Je suis sûr, dit-il. Plus que je ne l'ai jamais été. » Un autre silence. Puis elle saisit le stylo, non pas pour signer tout de suite, mais pour le tenir, en sentir le poids. « Tu vas devoir supporter une gosse têtue, un peu lente à la détente, » plaisanta-t-elle. Richard sourit. « C'est déjà fait. » Elle expira, presque un rire, puis, enfin, en silence, apposa sa signature. Sans drame, sans larmes, juste de l'encre. Un nouveau nom, sous une nouvelle rubrique. Il plia la feuille et la glissa dans l'enveloppe. Elle se leva, il attrapa son manteau pour partir, mais Claire attendait déjà à la porte, la tenant ouverte pour lui. Dehors, le soleil baissait et l'air avait cette drôle de chaleur, comme si quelque chose dégelait. Ils marchèrent côte à côte, plus comme des inconnus, ni comme une survivante et un protecteur, mais comme quelque chose que aucun d'eux avait jamais eu auparavant, une famille. Un après-midi, Claire et Richard